Ça y est, c'est officiel, Ricciardo quitte à nouveau le monde de la F1. Après un premier départ à la fin de la saison 2022 et à l'issue de sa seconde saison chez McLaren, je pense que ce second départ de la discipline sera le dernier. Mais comment un pilote vainqueur de Grand Prix et considéré comme un potentiel champion du monde s'est fait virer par 2 fois? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va d'abord s'intéresser à la carrière de Ricciardo avant de s'intéresser à ses statistiques et ainsi comprendre et analyser la descente de l'Australien. Mais avant cela, il faut que je vous dise un truc. J'adore Ricciardo. Je vais donc tâcher de mettre mon avec de côté et éviter d'être trop positif ou trop négatif. Membre de la filière junior de Red Bull, Ricciardo commence à F1 en 2009 en tant que pilote de réserve pour Red Bull et Toro Rosso. En vue d'un baquet dans la petite Scuderia pour 2012, Red Bull parvient à placer Ricciardo chez HRT pour les 11 dernières courses de la saison 2011. Ça fait 3 fois sur les 4 dernières vidéos que je parle de HRT, je ne pensais pas consacrer autant de mon temps à cette équipe de merde. Évidemment, il est en difficulté face à un expérimenté coéquipier Vintantonio Luizzi lors de ses débuts, mais Ricciardo commence petit à petit à prendre l'avantage en interne. Titularisé en 2012 chez Toro Rosso aux côtés de Jean-Éric Vergne, Ricciardo termine cette année-là derrière son coéquipier d'un point de vue comptable, avant de prendre l'ascendant en 2013. D'ailleurs, en 2013, Mark Webber, alors pilote Red Bull, annonce qu'il prendra sa retraite à l'issue de la saison. Grâce à des résultats plus constants, Ricciardo est promu chez Red Bull en 2014, où il fera équipe avec le fraîchement quadruple champion du monde de Formule 1, Sebastian Vettel. Et l'Australien surprend tout le monde en 2014, étant donné qu'il domine nettement son coéquipier, parvenant même à remporter 3 courses, les seules courses non remportées par les Mercedes d'Hamilton et Rosberg durant la saison. Après le départ de Vettel pour Ferrari, Ricciardo fait équipe en 2015 avec le russe Daniil Kvyat. Une saison très compliquée pour Red Bull et Ricciardo. Pilote de l'écurie marque moitié moins de points qu'en 2014. Et Ricciardo se fait même battre par son coéquipier au classement pilote pour 3 points. Après, n'oublions pas que le moteur Renault de 2015 c'est une purge niveau fiabilité. Le duo est reconduit pour 2016, ou tout du moins pour 4 courses. En effet, Red Bull décide de remplacer Kvyat par leur jeune pépite, Max Verstappen. Ricciardo et Verstappen feront équipe durant 3 ans. L'Australien prendra durant ce laps de temps 4 victoires, avant de donner un autre tournant à sa carrière en 2018. Et ayant l'impression que son écurie commençait à tout miser sur Verstappen pour un jour piquer la couronne mondiale à Mercedes, Ricciardo décide alors de rejoindre Renault. Aussi parce que l'écurie française était prête à dépenser les 20 millions de salaire annuel demandés par l'Australien. La saison 2019 est compliquée pour Ricciardo, mais on mettra cette contre-performance sur le compte de l'adaptation à une nouvelle équipe. Tout le monde attend donc mars 2020 pour voir où va se situer l'Australien. Mais en mars 2020, le monde est confronté à une petite épidémie que vous connaissez peut-être, et du coup, le début de la saison, il est décalé en juillet. Entre temps, le marché des transferts s'est activé et Ricciardo annonce qu'il rejoindra McLaren en 2021. Ce qui n'empêche pas l'Australien de faire une énorme saison et de tout donner pour son équipe dans la lutte à la 3ème place constructeur. Cependant, son transfert chez McLaren m'a toujours questionné. Certes, d'un point de vue sportif, et avec du recul, partir chez McLaren c'était logique. L'équipe semblait meilleure et plus attractive que Renault. Mais il rejoint une équipe avec un jeune pilote, que l'équipe compte bien faire grandir pour être capable, un jour qui sait, de remporter des victoires voire des titres. Et en 2021, les résultats de Ricciardo sont en dents de scie. L'Australien se fait même battre par son jeune coéquipier Lando Norris. Alors certes, il parvient à prendre une victoire lors du Grand Prix d'Italie, mais elle est à relativiser selon moi. À relativiser car l'équipe a demandé à Lando Norris de ne pas attaquer son coéquipier, afin d'assurer le doublé. Et à titre personnel, je pense que Norris aurait pu chipper la victoire à Ricciardo si on lui avait donné l'opportunité. En 2021, on se fait la même réflexion qu'après sa première saison chez Renault. Il faut juste un peu de temps pour s'adapter. Mais en 2022, ça commence encore plus mal. Ricciardo semblant largué par la nouvelle réglementation technique et les monoplaces qui en découlent. On sent alors les tensions monter entre l'équipe et son pilote. Avant même le GP de Monaco, 7ème manche de la saison, Zak Brown, le patron de McLaren, commence à faire des déclarations dans la presse, demandant à son pilote de hisser son niveau s'il ne veut pas voir la porte à défaut des points. Il faut dire que l'Australien fait pas le figure face à son coéquipier, et ne semblait pas mériter ses 10 millions d'euros de salaire annuel. C'est durant l'intersaison et l'affaire Oscar Piastri que l'on comprend que Ricciardo n'est plus désiré chez McLaren, ce qu'on confirmeront les deux parties avant le GP de Spa. Et la suite de la saison n'est guère réjouissante. Certes, il fait des belles prestations, comme en Italie ou à Singapour, mais il fait aussi des courses ultra décevantes. J'ai notamment en tête le GP des USA où j'ai eu l'impression de voir un Ricciardo au niveau de Latifi. On ne peut pas dire que c'est une comparaison très flatteuse. Sans volant en 2023, Ricciardo retourne chez Red Bull pour un poste de pilote essayeur. Il profite alors des contre-performances de Nick De Vries pour récupérer une place de titulaire au sein d'AlphaTauri. Et pour Red Bull, c'est l'occasion de remettre en jambe l'Australien, en vue d'une potentielle titularisation dans l'équipe mère où Perez de soit de plus en plus. Sauf que finalement, 2023 et 2024 étaient quelconques pour l'Australien. Mais surtout, il manquait de constance. Pour une très belle course, on a le droit à 2 ou 3 mauvaises courses dans la foulée. Le problème, c'est surtout qu'on n'a jamais vu un Ricciardo ultra dominé Tsunoda, ce qu'on attendait de lui vu son statut. Et en plus, on peut légitimement se dire que pour obtenir de tels résultats, autant foutre Liam Lawson dans la voiture à sa place. Il faut dire que le néo-zélandais a impressionné après 5 courses disputées en 2023 en remplacement de Ricciardo, blessé au poignet. Et finalement, c'est ce qui finira par arriver.
Pour moi, l'un des problèmes de Ricciardo depuis 2022, c'est qu'il n'a pas réussi à adapter son style de pilotage à ces nouvelles voitures. Les courses de Ricciardo, c'était du bonheur à voir durant ses années Red Bull et Renault, et c'est une des deux raisons qui m'ont fait aimer le pilote. La seconde, c'est bien évidemment sa personnalité. Les dépassements qu'il pouvait faire, c'était juste trop bien. Mais avec la réglementation de 2022, il ne pouvait plus rouler de la même manière, et il n'a jamais réussi à s'adapter à ce changement de manière permanente. Ce qui explique qu'il peut faire des superbes courses, et parfois des courses de merde. Mais la descente de Ricciardo est-elle due uniquement à cette nouvelle réglementation, ou a-t-elle débuté plus tôt? Et bien pour le savoir, je vous propose qu'on analyse chaque saison de manière statistique. Alors les statistiques, si je vous les balance comme ça va servir à rien. Non, le but ça va être de les analyser et de les comprendre. Pour sa saison 2011, Ricciardo a vite su rattraper le rythme de Luigi. On atteste ses confrontations en termes de course et de qualification, qui sont devant celles de son coéquipier, pourtant bien plus expérimenté. Si je dis pas de bêtises, Luigi en 2011 il dispute sa 4ème saison complète. Pour ces 2 saisons chez Toro Rosso, même si effectivement Verne finit devant en nombre de points en 2012, il n'y a pas photo sur la nette domination de l'Australien, que ce soit en 2012 ou en 2013. Ces 2 années mettent en valeur 2 aspects de Ricciardo. C'est un pilote régulier, étant donné qu'il marque des points plus souvent que son coéquipier, mais c'est aussi un excellent pilote de qualification. En 2014, j'avais dit que Ricciardo avait écrasé Vettel, et les stats le prouvent. Et pour la première fois de sa carrière, il est même capable d'obtenir un meilleur résultat en course que son voisin de garage. Et c'est cette saison-là qu'on s'est dit que oui, effectivement, Ricciardo a peut-être ce qu'il faut pour un jour devenir champion du monde. En 2015, Kvyat et Ricciardo évoluent sur un rythme similaire. Ok, le russe termine devant, mais c'est tellement serré entre les deux pilotes que l'on peut limite les mettre à égalité. Ce qui d'un côté est un peu gênant car ce n'est que la seconde saison de Kvyat. En 2016, j'ai uniquement pris en compte sa confrontation avec Verstappen, quand les deux pilotaient pour Red Bull. Et ce qui me frappe, c'est que certes, Ricciardo il domine dans tous les domaines, mais Verstappen est très proche, alors qu'il faisait là ses débuts dans un top team, là où Ricciardo disputait sa 3ème saison au sein de Red Bull. Sans oublier qu'il ne s'agit là que de la seconde saison de Verstappen en F1, là où Ricciardo dispute sa 5ème saison complète. Ça fait 2 fois en 2 ans que son très jeune coéquipier est proche de lui, et je pense que c'est à ce moment-là que Red Bull va commencer à envisager de plus miser sur Verstappen. Et si c'est pas le cas, c'est forcément à partir de 2017. C'est dur de juger en termes de confrontation en piste, car sur 20 courses, seuls 7 ont vu les deux Red Bull franchir la ligne d'arrivée, puis 7 abandons pour Verstappen et 6 pour Ricciardo. Mais l'Australien reste régulier dans l'ensemble. Cependant, la grosse tâche sur cette saison, c'est les qualifs. Pour la première fois, c'est son coéquipier qui prend le dessus dans ce domaine, sans oublier que Verstappen prend une victoire de plus cette année-là. Et pour 2018, c'est la douche froide. Alors certes, en nombre de top 10, Ricciardo est loin derrière, car il a subi 8 abandons pour seulement 4 pour Verstappen. Mais en termes de duel en piste, y a pas photo. Le nombre de podiums est à relativiser, pour 2 raisons. Déjà, comme je l'ai dit, il a 8 abandons, et ensuite les deux sont très proches quand on voit la place moyenne. Ricciardo, quand il finit une course, il est tout le temps entre la 4ème et la 6ème place cette année-là. Par contre, en qualification, il se fait nettement dominer. Alors ok, il fait des poles, et ok, ces 2 podiums, c'est 2 victoires, dont une à Monaco. Ce que je veux dire, ça va être dur, mais je trouve que ça ressemble à des coups d'éclat. Donc quand Ricciardo décide de quitter Red Bull en 2018, car il juge que l'équipe favorise plus Verstappen, je suis désolé, mais Red Bull a raison de le faire au vu des résultats. Et avec du recul, c'était la bonne chose à faire. Chez Renault, il domine ses coéquipiers. Même si Hülkenberg s'est bien débrouillé, c'est Ricciardo qui est devant en 2019. Pour ce qui est de sa confrontation avec Ocon, il est important de rappeler que le français revenait d'une année sans rouler. Mais si on compare au reste du plateau, en 2020, Ricciardo il fait une super saison. Il termine 5ème du championnat derrière les top teams. Puis vient le passage chez McLaren. D'un point de vue statistique, il n'y a pas photo, Norris est devant dans tous les domaines en 2021, excepté en termes de victoire. En qualif, l'écart pour ce qui est de la place moyenne est juste fou, pareil pour la place moyenne en course. Et pour ce qui est de la saison 2022, c'est une véritable correction. Si on prend les stats à la fin du GP de Hongrie, moment où Piastri est annoncé chez les papayes, on comprend aisément pourquoi McLaren a tenu à se débarrasser de Ricciardo. Et ça ne s'améliore pas quand on analyse l'ensemble de la saison. C'est abyssal l'écart entre les deux pilotes, que ce soit en qualif et en course. Et quand on voit l'écart de points, on se dit que si Ricciardo avait été au niveau, nul doute que McLaren aurait haut la main remporté la 4ème place au championnat constructeur. Avec seulement cette course 2023, c'est dur à analyser. Entre l'absence de plusieurs mois et le retour de blessure, il y a des facteurs qui défavorisent l'Australien. Mais les stats sont assez proches. Cependant, ce qui me choque, c'est que l'Australien rentre très peu dans les points. En 2024, la domination de Tsunoda est sans contexte. Niveau course, même constat que 2023, les deux pilotes sont proches, mais c'est le japonais qui concrétise le plus. Et comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, ce que l'on attend de Ricciardo, c'est qu'il domine Tsunoda, pas qu'au mieux il fasse jeu égal. Mais alors, que retenir de ces statistiques? Selon moi, il y a plusieurs points importants. Au vu de ses stats lors de ses 3 premières saisons, Ricciardo a montré un fort potentiel, avant de s'inscrire comme un pilote capable de gagner des courses dès qu'il a eu la voiture pour. On comprend pourquoi tout le monde le voyait capable de remporter un jour le championnat. Je veux dire, quand t'arrives à battre Vettel, qui vient de remporter 4 championnats à la suite, qui a été ultra dominant, ça crée des espoirs. Et ce n'est pas juste les stats ou sa domination cette année-là qui me l'ont fait penser, c'est aussi sa mentalité et son pilotage en course. Mais le premier signal d'alerte, c'est en 2017, où il se fait battre par son coéquipier en qualification. Et en 2018, pour moi, on se rend compte qu'il n'y a pas ce petit
truc en plus. Ce truc en plus qu'ont les champions, pour sublimer leur voiture et aller chercher des résultats inattendus. C'est le pilote des 3 top teams qui prend le moins de podiums, même si avec 8 abandons les chances sont plus faibles et que des opportunités ont été perdues. Avec du recul, c'est en 2018 que Ricciardo aurait pu perdre son statut de potentiel futur champion du monde. Battu par Verstappen et vu la progression de ce dernier, Ricciardo aurait pu faire pâle figure vis-à-vis du Néerlandais, qui était resté en 2019 chez Red Bull. Alors soyons d'accord, ce n'est qu'une supposition. Mais la situation Ricciardo-Verstappen me fait énormément penser à celle de Weber et Vettel chez Red Bull, où les dernières saisons de l'Australien étaient à des années-lumière de celles de son coéquipier. Sa super saison 2020 chez Renault lui a permis de garder cette étiquette de potentiel champion. Mais à partir de 2021, on a un Ricciardo qui a perdu de la constance, alors que c'était son premier atout pour se démarquer lors de ses premières années. Et pour ce retour en 2023 et 2024, Red Bull attendait un pilote dominant, pour éventuellement remplacer Checo. Finalement, c'est de nouveau le Ricciardo inconstant que l'on a retrouvé. Mais maintenant que nous avons fini d'analyser la carrière et les statistiques de l'Australien, pourquoi ce déclin? Et bien selon moi, il y a 3 raisons. À coup sûr, l'évolution des monoplaces pour 2022. Très clairement, ces nouvelles monoplaces ne lui conviennent pas. Ensuite vient la question de l'âge. Alors, on pourrait logiquement me dire que comparé à Alonso qui performe toujours autant, Ricciardo c'est un petit joueur. Cependant, ce serait oublier que tous les pilotes ne sont pas identiques. Ils n'atteignent pas leur meilleur niveau au même âge, et à contrario, certains voient leur capacité baisser plus vite que d'autres. Et pour terminer, Verstappen et Norris. Quand Ricciardo était coéquipier de ces deux pilotes, l'image qu'on a de lui était moins bonne, surtout vis-à-vis de Norris. Mais je pense que ces saisons 2017 et 2018 chez Red Bull ont eu un impact sur ces 2 années chez McLaren. L'environnement chez Red Bull devait être désagréable pour lui, vu qu'il était confronté à un jeune pilote favorisé par son équipe. 2 saisons qui, selon moi, ont eu un impact psychologique durant ces 2 saisons chez McLaren, où la situation finit par se répéter. Mais alors, n'aurait-il pas mieux fait de rester chez Renault qu'aller devenir Alpine? Après tout, le projet de base, c'était de créer une équipe autour de lui. Avec un regard moderne, on se dit que vu la catastrophe du projet depuis son départ justement, il a bien fait de s'en aller. Mais on peut légitimement se demander s'il était resté, est-ce que son adaptation à la nouvelle réglementation n'aurait pas été facilitée? C'est difficile à dire. Ce qui est difficile aussi, c'est de trouver un consensus en ce qui concerne Daniel Ricciardo. Certains le trouvent surcoté, d'autres comme moi pensent qu'il avait du talent, et que le temps et les réglementations l'ont fait régresser. Par contre, je suis quasiment sûr qu'on peut trouver un consensus sur le fait que son sourire et sa personnalité manqueront à tout fan de Formule 1. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à la partager autour de vous, ça me ferait super plaisir et ça aiderait grandement la chaîne, donc merci d'avance. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire et à vous abonner si jamais vous voulez pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, moi je suis très content d'avoir pu faire cette vidéo sur Ricciardo, c'est un projet que j'avais déjà en tête il y a 2 ans quand il s'est fait virer de chez McLaren. Donc je suis content de pouvoir la faire, même si d'un côté je suis un peu triste quand même de voir Ricciardo partir, c'est un pilote que j'aimais beaucoup. Mais malheureusement, sportivement, c'était plus faisable et ouais, ça va faire bizarre de plus le voir. Encore. Mais ça va refaire bizarre. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, j'espère. Salut!